Céline Giraud, bonjour. Bonjour. Sportive émérite, vice-championne du monde de judo, et vous êtes aujourd'hui à la tête, je dirais, de l'un des sanctuaires de la télévision. Stade 2, quand même, sans doute la plus ancienne émission d'Antenne 2 puis de France 2 aujourd'hui. Est-ce que ça a été compliqué d'arriver à ce poste? En fait, ça m'a été proposé, donc c'est plus simple quand c'est comme ça. Après, c'est vrai que c'est une émission mythique. Il y a un héritage qui est lourd, hein, qu'il faut assumer. Donc oui, j'étais à la fois flattée et en même temps consciente de l'enjeu par rapport à ce que représentait cette émission pour la télévision française et pour les fans de sport. Donc voilà, il a fallu très vite se mettre au boulot et j'avais une grosse équipe derrière moi et on a travaillé vraiment pour et faire évoluer cette émission sans la révolutionner, parce qu'il y a quand même un passé. Et je dis les sanctuaires parce que vraiment c'est une émission emblématique du service public et c'est aussi un univers très masculin quand même. Il y a beaucoup de garçons, c'est vrai. Oui. Je crois qu'il y a 4 filles. On est 4 filles au service des sports, journalistes, hein, j'entends. Oui. Donc après, au niveau de la production, sur les 100 personnes, on doit avoir à peu près 10 femmes. Mais oui, c'est parce que oui, le sport, quand on va au café du commerce et qu'on lit l'équipe le matin, il y a quand même beaucoup de bonhommes qui parlent de foot et de rugby. Une fille qui lit l'équipe, si vous regardez dans un train, admettons, dans des transports en commun, vous n'en voyez pas des caisses. Donc je pense que c'est plus... les temps changent. Les temps changent, mais en même temps, vous n'êtes pas très nombreuses. Il y a Nathalie Nieta sur Canal+, il y a Astrid Barr également sur Canal+. On les compte sur les doigts d'une main, hein, les femmes qui occupent des postes de responsabilité, j'entends. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que le Stade 2, c'est une émission particulière parce qu'il y a un présentateur, en l'occurrence, c'est moi, plus des gens autour de la table, et on est omnisport. C'est vrai que c'est la dernière émission, c'est la seule d'ailleurs, omnisport, gratuite et accessible à tous sur la télévision française. Donc c'est vrai que c'est du boulot et c'est super excitant. Et ça correspondait selon vous à un choix entre guillemets marketing, j'aime pas beaucoup le terme, parce que vous êtes une jolie femme, une jolie blonde, ou parce que tout simplement, il y a de plus en plus de femmes qui regardent aussi la télévision et ce type d'émission-là aussi. Oui, je crois qu'il y a un public féminin, il y a plus de femmes qui font du sport. D'ailleurs, on le voit au semi-marathon de Paris, là, il y a, je crois, des engagements du côté des femmes qui dépassent tous les records. Il y a de plus en plus de femmes qui regardent le sport et qui aiment le sport. On le voit dans les stades, les supporters deviennent des supportrices. Donc voilà, je crois qu'il y a une... Il y avait peut-être une volonté, en tout cas pour France Télévisions, de mettre une femme, mais surtout une journaliste. Et je crois que je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, puisqu'ils voulaient une journaliste qui soit une femme, qui soit un peu compétente quand même et qui connaisse le sport. Donc je remplissais à peu près toutes les cases. Et après, l'ADN, ça a été compatible. Et la greffe a pris. Mais c'est vrai que c'est un sacré challenge, quoi. Et votre arrivée s'accompagne, on l'a bien vu, vous avez modifié un peu l'ergonomie du plateau. Oui. Avant, vous aviez un plateau quand même, il y avait un plateau très évasé, et les gens étaient très loin les uns des autres. Et là, vous avez de manière un peu plus conviviale, resserrer un peu tout ça. Il y avait une volonté aussi d'empathie. Oui, enfin, quel était l'objectif? Oui. La nouvelle ligne éditoriale, en fait, c'était effectivement de recréer de la convivialité qu'on avait un peu perdue, parce qu'on se souvient que cette émission, à l'époque des Chapat, des Coudert ou même des Thierry Roland, c'était une émission de débat. Donc on n'avait évidemment pas les mêmes enjeux, il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, il faut envoyer de l'image et en même temps, il faut créer du lien. Je pense que cette émission, ça reste une émission familiale. Toute la difficulté de cette émission aussi, par ailleurs, c'est, je dirais pas l'absence de droit, mais vous avez notamment sur la Ligue 1 de football et sur le rugby, des gros concurrents comme Beansport ou Canal+, ce qui vous oblige vous-même, vu l'absence d'image, à faire, je dirais, un autre type de programme. Est-ce que c'est un obstacle, ça, c'est pas forcément dans la conception obstacle, de l'émission elle-même? Mais dans la réflexion, effectivement, on doit en tenir compte. Oui, on n'a pas la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Oui, on n'a pas le top 14 de rugby, mais on a le tournoi destination, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, les Jeux Olympiques. Donc, on a franchement, moi qui viens du privé et qui ai quand même passé quelques années à TF1 ou à Orange, je savoure le luxe absolu d'aller dans une vidéothèque et de sortir des cassettes, des jeux, des championnats du monde. On a tous les... Par exemple, on a fait la carrière de Laure Manodou. Il se trouve qu'on avait tous ces records, championnats du monde et Jeux Olympiques, championnats d'Europe, c'était chez nous. Donc oui, une bande d'images après il faut être un peu créatif, imaginatif pour aller de temps en temps contourner effectivement cet obstacle de ne pas avoir de la Ligue 1. Cet après-midi, par exemple, on va aller voir Ibrahimovic. On a réussi à l'avoir 10 minutes. On est ravis. On va faire du foot à travers Ibrahimovic. Moi, je vais lui parler de taekwondo, puisqu'il aime ça et j'ai fait du judo. Il y a moyen d'approcher les sports dont on est privé d'autres façons. Et puis les sports par des sentiers, un peu les chemins de traverse. Vous étiez au Mali la semaine dernière. Oui, c'est ça. Avec un très joli reportage, effectivement, au milieu de la guerre du Mali, l'équipe malienne en plein conflit malien. Voilà, alors qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue, que l'équipe est dans la tourmente, qu'elle est partie au moment où le conflit a démarré dans le nord du pays. Voilà, on a voulu faire un angle un peu plus sociétal pour montrer aux gens aussi,
voilà, que le sport, ça ne s'arrête pas juste au terrain de sport. On a fait pas mal aussi d'enquêtes sur le dopage dans le cyclisme, avec l'affaire Armstrong, les paris suspects dans le hand. Enfin, en ce moment, il se trouve qu'on est vraiment bien servi par l'actu, à la fois dans le domaine du sport et des affaires. Donc, il faut être sur le coup. Ah voilà, je voulais y venir à ce sujet-là, qui est un sujet, je crois, primordial chez vous. Et le reproche qu'on fait souvent, et vous venez de ce monde-là, au monde du sport et aux jeux sportifs, c'est ces liens de consanguinité, je dirais, entre les journalistes et le milieu du sport, d'où un traitement, je dirais, très édulcoré des mondes des affaires. Jusqu'ici, on traitait très très peu tout ce qui a trait aux coulisses de cet univers-là. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, selon vous ? Je pense qu'il y a des verrous qui ont sauté, parce qu'effectivement, maintenant, on voit Armstrong se confie dans une émission télévisée qui fait des millions de téléspectateurs. Le travail des enquêteurs, évidemment, fait que dans tous les sports, on découvre des loups et des choses. Forcément, le hand a été évidemment très sali par cette histoire de paris suspects. On va y venir, oui. Voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Et nous, en tout cas, au service des sports, on s'est dit, voilà, il ne s'agit pas de créer l'événement, mais il faut être sur tous les coups, y compris les sports, même dont on est détenteur de droit, parce que le cyclisme, typiquement, on diffuse le Tour de France. Je vais vous poser la question, comment on peut investiguer sur ce domaine-là quand on est effectivement on fait dans le notre Tour de travail France de journaliste. Oui. Après, oui, il y a une chasse aux sorcières en ce moment, notamment pilotée par l'USADA, c'est les États-Unis, qui donne un peu le ton. On attend de voir comment l'UCI, donc l'Union cycliste internationale, va réagir. Il se trouve qu'on a des reporters qui connaissent très bien le vélo, qui ont tous les contacts. Et je dis, c'est quand même dommage de ne pas se servir de votre réseau pour aller expliquer au moins aux gens ce qui se passe, quoi. Après, on nous accuse peut-être de tirer à boulet rouge sur le vélo, alors que le dopage touche tous les sports. Il y a l'affaire Puerto qui va démarrer. Donc, on est aussi sur cette histoire-là. Il ne s'agit pas de se tirer une balle dans le pied, puisque c'est pas pour ça que le Tour de France reste pas un événement. C'est le dernier événement gratuit, accessible à tous, qui fait autant de... Enfin, juste derrière les Jeux Olympiques. Et ça restera un événement. Maintenant, oui, on est obligé d'en parler. Mais il a fallu, du coup, bouger un peu les mentalités au sein du service des sports de France 2 pour que ça évolue un peu, forcément. J'ai une façon je viens du privé un petit peu, et en même temps, j'ai un ADN France Télé, puisque j'ai démarré ma carrière là-bas. Donc, j'ai envie de vous dire, la greffe doit prendre, et j'essaie à la fois de composer entre... parce que tous les journalistes du service des sports, c'est des passionnés, c'est des gens qui adorent ça, qui mouillent le maillot pour leur sport, qui suivent cette discipline. Et ils sont malheureux quand ils découvrent qu'un coureur pour lequel ils se sont enflammés est dopé. Ils sont malheureux quand ils découvrent qu'un athlète se fait piquer un contrôle antidopage, parce qu'ils disent, mince, moi j'ai rêvé, j'ai cru, j'ai commenté ce combat ou cette course. Et le gars, il est chargé. Donc, au-delà de la détresse, je dis, voilà, les gars, maintenant, il faut y aller, il faut raconter l'histoire et expliquer de façon cohérente et simple, parce que des fois, c'est compliqué, aux gens qui nous regardent ce qui se passe vraiment. Et c'est compliqué parce que c'est un milieu comme en politique, où on se tutoie, où on se connaît, où on se fréquente, où on bouffe ensemble. Voilà, donc maintenant, il y a deux générations. On a 50 journalistes au service des sports de France Télé, c'est vraiment beaucoup pour faire une émission, voire deux avec tout le sport, puisqu'il y a 2 émissions de sport au service des sports. Donc, il y a quand même des compétences et il y a des moyens et ils ont les contacts. Donc, oui, c'est une mentalité, un réflexe à avoir. Voilà. Mais ça fonctionne parce que là, chaque semaine, on arrive à sortir quelque chose. On a eu effectivement l'affaire des paris suspects. Là, on est sur la trace de Tygart, le président de l'USADA, là, le patron. On va essayer d'avoir son interview. Voilà, on lâche rien, quoi. Quand vous entendez les critiques sur la diffusion en direct et en boucle sur les chaînes d'infos, et notamment également, je crois, sur cette grande chaîne, de l'arrivée du Vendée Globe, on en a fait quand même des tonnes là-dessus. Est-ce que ça intéresse vraiment les Français, d'une part, et deux, est-ce qu'il n'y a pas un tropisme, du coup, de votre milieu qui en surrajoute sur un événement qui méritait peut-être pas une telle couverture? Le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. C'est comme les Jeux. Enfin, moi, je trouve que ça reste un événement. Il se trouve que là, en plus, ce garçon, François Gabard, il a battu tous les records. C'est un surdoué, c'est un pilote de chasse, c'est même plus un loup de mer. Il y a une nouvelle génération de marins. Moi, je trouve que c'était intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de marée, etc. On a pris l'antenne, certains ont pris l'antenne à partir de, je crois, 11h. Il est arrivé qu'à 15h15. Ça fait beaucoup, non? Surtout qu'on voit un bateau qui avance. Alors, ça fait beaucoup, mais si on regarde les audiences, ça n'a pas trop mal marché. Moi, j'ai regardé les audiences, justement, qu'ont fait France 3, BFM, qui avaient un dispositif vraiment énorme sur ce truc. J'ai trouvé que c'était quand même incroyable. Ils avaient quand même mis un journaliste dans un bateau, dans une navette, qui suivait le truc. Alors oui, il se trouve qu'il y a eu une polémique. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il y avait une manif pour le mariage pour tous. C'est ça qui a fait la polémique. Sinon, on n'en aurait pas fait des caisses. Il faut aussi se pas se leurrer. Donc, je trouve que le procès est un peu facile. Ce garçon-là, François Gabard, il va gagner 160 000 € si on regarde bien, c'est 4 jours de salaire d'Ibrahimovic. Voilà, avec ça, il va évidemment bien vivre, il va sans doute partir sur un autre truc.
Moi, je trouve que voilà, c'est un homme, un bateau, ça reste une légende, c'est tous les 4 ans, je pense que ça valait le coup. Et puis c'est du rêve dans un climat anxiogène, dans un pays qui a besoin de ça aussi. Oui, je sais pas. Enfin, moi, je pense que les gens, s'ils ont suivi ce truc et voilà, et s'il y a eu autant de ferveur autour de ce garçon, c'est que aussi le personnage est attachant. Et puis il y avait un tel. Quand on pense que l'autre est arrivé quelques heures à peine derrière, c'est comme si sur une course de Formule 1, vous aviez 1/10 de seconde entre le premier et le deuxième. Quand on fait un rapport distance entre les bateaux et les autos. Donc moi, je trouve que quand même, c'est incroyable. Après, dans 4 ans, on verra, parce que maintenant, c'est devenu une course tellement. Moi, ce qui m'a plus gêné, je vais vous dire, sur le Vendée Globe, c'est le fait qu'on ait tous les jours des images embarquées. On les voyait faire la cuisine, écouter de la musique, chanter. On a quelque part désacralisé la difficulté de cette course, parce que les mecs sont quand même au bateau tout seuls à la barre toute la journée pendant 77 ou 80 jours. Et on les voit en train de danser, de machin. On se dit finalement, c'est une croisière, alors que c'est super dur. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est ça, c'est le fait l'ultra-communication avec les caméras embarquées, le fait d'envoyer sur les réseaux sociaux, etc. On banalise l'événement et on désacralise le côté difficile de cette course qui reste un truc. En même temps, c'est les images aussi c'est les seules images qu'on pouvait avoir. Oui, mais avant, on en avait peu. De temps en temps, on chopait une image d'un mec en train de boire le champagne au Cap Horn, c'était génial. Aujourd'hui, on en a tous les jours. Et au bout d'un moment, tu te dis, ouais, ok, quoi. Le mec, il fait son truc. Il n'y a pas eu énormément de casse. Au début, ils ont rencontré quelques objets flottants, mais après, terminé. Donc, il ne s'est pas passé, si vous voulez, dans la course, énormément de choses, ce qui fait qu'à l'arrivée, du coup, c'est devenu un événement. Alors, à propos d'événements, vous avez donc Zlatan Ibrahimovic ce week-end. Oui, sans doute. C'est ça, qui a fait une promotion hallucinante. Vous avez regardé l'interview qu'il a donnée à Claire Chazal en exclusivité, j'imagine. Vous avez regardé, j'imagine. Comment s'est passée la négociation en coulisses avec l'éditeur du fameux Zlatan et les chaînes? Parce que j'ai l'impression que c'était une foire d'empoigne, non? Je pense que il a d'abord, enfin c'est comment dire, c'est une course médiatique. Zlatan Ibrahimovic joue au PSG. Le PSG appartient en Qatari, qui est aussi détenteur des droits, beIN Sport et donc Canal+. Donc forcément, il a d'abord fait l'interview avec Canal+, parce qu'il diffuse les matchs, après beIN Sport. Et après avoir fait les 2 chaînes détentrices de droits, il a dit maintenant, il faut que je fasse du grand public. Je sais qu'a priori, il risque de faire le grand journal, en tout cas c'est dans les tuyaux. Sans doute, oui. Il avait envie de faire un JT, il a choisi celui de Claire Chazal, mais il n'est pas allé à Lagardère. C'est Lagardère qui est venu à lui. Enfin, veut dire, Claire Chazal est allé le voir dans son univers. Donc voilà, c'est quand même un prince, un roi. Enfin, moi, je ne le connais pas. Pour le coup, je vais le découvrir. Je vais l'interviewer sans doute dans les minutes qui arrivent, enfin, dans les jours qui arrivent. Et moi, je trouve qu'on en fait un peu trop quand même. Ça reste qu'un bonhomme. Il est quand même, il a quand même des performances, effectivement. Là, ça fait quand même 2-3 matchs qui marquent moins. Maintenant, c'est un phénomène, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de le rencontrer, de savoir s'il est vraiment, comme on le dit, quand on sait que le bouquin, son autobiographie, était quand même nominé, je crois, au prix Goncourt en Suède. Oui. Donc, c'est une autobiographie. C'est une icône. C'est une icône. Chez nous, c'est une star, parce que si on regarde bien, il y a quand même plein de joueurs qui s'en vont. Regardez Newcastle, qui a récupéré 11 joueurs français, quand même une fuite des talents en France. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Zlatan Ibrahimovic ne cache pas quelque part la pauvreté d'un championnat qui se dépoile complètement de ses stars. M'Vila qui part Robin Kazan pour des Ponts d'Or, nos joueurs qui partent en Chine, ceux qui partent en Angleterre. Voilà. Que vaut le championnat de France aujourd'hui? Et si Zlatan n'est pas juste la superstar, si Zlatan s'en va l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, et on en revient toujours à Gabard et au précédent personnage. On a besoin de personnages aussi de voilà. cette taille-là. Et voilà, exactement. Moi, je pense que ce qui est très intéressant pour le coup Zlatan, c'est que quand le PSG joue, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les autres joueurs qui sont très bons. En plus, ils ont une équipe de rêve, quoi. C'est vraiment la Dream Team au PSG. Mais par contre, moi, j'adore Rennes, j'adore Saint-Etienne, j'adore Marseille. Je m'intéresse presque plus aux performances des autres qu'à celles de PSG, parce que le PSG, finalement, on sait qu'à bout d'un moment, ils vont être champions de France. Et heureusement. Parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, s'ils ne sont pas champions de France, c'est une catastrophe nucléaire. Mais est-ce qu'à la différence de la politique ou d'autres sujets journalistiques, finalement, le sport a besoin d'icônes et d'idoles pour vivre, pour faire rêver toujours? Aujourd'hui, je pense. Parce que c'est tellement devenu ultra professionnel avec des sommes et des salaires mirobolants et qui affolent complètement que les gens ont peut-être besoin de se recentrer sur des gens, sur des bonhommes, sur des... voilà, les gladiateurs, quoi. Quand on a moi, j'ai commenté le foot j'ai travaillé sur Orange et j'ai fait du foot, donc j'ai baigné dans cet univers pendant 4 ans. Et j'ai vu des garçons très attachants et d'autres complètement perdus. Des gamins de 20 ans qui sont déjà surpayés, etc. Ils ne peuvent plus avoir de valeur. Donc pour recréer, si vous voulez, une espèce d'histoire et s'attacher aux gens, il faut des personnages comme ça. Zlatan, alors il est froid comme la pierre, mais c'est un Golgoth et il marque. Et il y a d'autres joueurs plus attachants comme Aubameyang, par exemple, à Saint-Etienne, que j'adore, qui est un buteur formidable. Voilà. Moi, je m'intéresse plus à ces clubs-là, du coup, par défaut, parce que le PSG, c'est tellement...
incroyable et tellement fou ce qui se passe là-bas que tout le monde s'y intéresse tellement qu'on a envie de nous intéresser aux autres. Et on est ravis d'avoir Ibrahimovic dans Stade 2. Hein. Et dans votre carrière de sportif, s'il y a une image, en tout cas un souvenir ou un personnage, puisqu'on parle de personnage qui vous a marqué dans votre jeune carrière, il y a quelque chose qui vous reste Ayrton en Senna, mémoire? pour moi, ça reste mon héros. Je sais pas, Vous n'étiez pas né? J'étais pas née, si un petit peu, mais surtout quand il est pas mort. Enfin, je me souviens que c'était un drame absolu. Et pour moi, c'était un des derniers héros parce qu'il faisait un sport à risque. Aujourd'hui, la Formule 1, si on regarde bien, on risque plus rien. Les voitures sont ultra sécurisées. Oui, il y a des accidents. Oui, ça reste incroyable de piloter des voitures à 300 km/h, mais entre guillemets, la dramaturgie du sport fait que, vous voyez, le bateau, il n'y a plus d'avarie. En Formule 1, il n'y a plus d'accidents. Je ne dis pas qu'il faut faire un sport pour aller au bout et pour avoir des accidents, mais je trouve que Ayrton Senna, il y avait tout, quoi. C'était un mec super doué, il faisait un sport à risque, il a eu une fin tragique. Et aujourd'hui encore, on en parle. Il y a eu un documentaire qui est sorti sur lui qui était exceptionnel. Oui. Et je pense que voilà, pour moi, il incarnait typiquement le sportif, le champion, le héros. Toute cette dimension, et voilà, son romanesque. Voilà, et tout ça. Et sa fin aussi a fait que c'est resté une icône pour moi. Et aujourd'hui encore, je me dis, tiens, voilà, je vois personne aujourd'hui. Usain Bolt, pour le coup, si, quand tu le vois courir, tu dis waouh, mais c'est un extraterrestre. Il va presque tellement vite que ça te paraît surréaliste, quoi. Donc, et puis les gens passent comme ça. Il y a peu de gens qui restent. Ce que disait Carl Lewis, il dit finalement les légendes, elles s'écrivent dans le temps. Il faut durer pour exister. Voilà. Mohamed Ali, si on regarde bien nos références aujourd'hui, elles datent vraiment des années 70, des années 60. J'aimerais bien qu'Ibrahimovic reste et rentre dans la légende. Pour ça, il faudrait qu'il joue longtemps, qu'il reste un peu en France et qu'il écrive l'histoire. Et dernière question, parmi toutes ces légendes encore vivantes, il y en a quelques-unes dans ce monde, il y en a une que vous aimeriez avoir sur votre plateau Usain Bolt, franchement, je serais quand même super flattée, quoi. Je serais vraiment, pour moi, c'est un monstre. Peut-être, je réfléchis, en athlétisme, moi, c'est lui. Enfin, qui représente pour moi, voilà, le sport. Le sport roi, c'est l'athlé. Le 100 mètres, c'est la course ultime. Après, voilà, le judoka Teddy Riner, on l'a déjà eu. Enfin, c'est des gens plus jeunes. Voilà, je trouve que Usain Bolt, il a une belle histoire. Et puis sinon, au niveau du foot, moi, oui, Ibrahimovic ou Leonardo, moi, j'aimerais bien. Et puis, franchement, cette année, il y en a un que j'aimerais bien avoir, c'est Bernard Tapie. Parce qu'on va fêter entre guillemets, les 20 ans de l'affaire VAOM. Et ça, c'est quand même incroyable. Et pour le coup, Bernard Tapie, il a aussi marqué l'histoire du sport à sa façon. Et Yannick Noah, pour une autre raison, parce qu'aussi, il y a les 30 ans de sa victoire à Roland-Garros, c'était en 83. Et on est aussi sur le coup pour l'avoir, parce que voilà, pour le coup, c'est un des sportifs préférés des Français. Il reste dans l'histoire, alors qu'il a arrêté quand même depuis des années. Il continue à faire de la musique, il intervient, il est partout. C'est un vrai personnage aussi, attachant. Et dernier petit point, tout cela vous laisse un peu de temps pour fréquenter encore les tatamis. Oui, j'ai passé mon 6e dan l'année dernière. Oui. J'adore le judo, je trouve que c'est un sport complet. C'est à peu près le seul truc que je sais faire bien. J'ai essayé d'autres trucs, mais ça ne marche pas. Par exemple? Donc, la course à pied, les rallye raids, les raids d'aventure. Mais globalement, le judo, c'est ce que je fais de mieux, donc je continue. Et c'est une bouffée d'oxygène pour vous? Ah, complètement, ça permet de se défouler, parce que là, en sortant des fois d'une semaine de boulot, on a besoin de se détendre. Et c'est un sport où on se vide complètement, quoi. Merci Céline Giraud. Merci beaucoup. C'est vous.